Israël a prouvé une fois de plus sa suprématie en ce qui concerne le renseignement, en ce qui concerne sa capacité de localiser ses ennemis et de les frapper et de les éliminer. Israël a prouvé qu'elle était capable de frappes chirurgicales. Nous sommes en ligne directement avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, cette opération bouclier flèche est terminée apparemment, sauf changement de dernière minute. Quelles sont les conclusions à chaud que l'on peut apporter à cette opération israélienne qui a duré 5 jours? Ok, alors comme toute chose, il y a les bonnes nouvelles et puis il y a les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles sont qu'Israël a prouvé une fois de plus sa suprématie en ce qui concerne le renseignement, en ce qui concerne sa capacité de localiser ses ennemis et de les frapper et de les éliminer. Israël a prouvé qu'elle était capable de frappes chirurgicales et non pas des frappes à l'américaine ou à la russe ou n'importe qui. Donc, ce qui a naturellement permis à Israël de continuer son opération sans être je dirais, empêché par des facteurs internationaux. De plus, le dôme de fer, qui avait été critiqué récemment, a prouvé une fois de plus à 95% de réussite qu'il était l'arme préférée pour la défense d'Israël. Et en plus, naturellement, le terrain a donné l'occasion pour l'expérimentation de la fronde de David, qui a prouvé elle aussi son efficacité pour les missiles de longue portée et de haute altitude. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons et puis naturellement le fait que le djihad islamique a perdu 6 de ses chefs militaires, tout cela naturellement est un succès du point de vue israélien. Le problème pour Israël est toujours le suivant, on sait comment commencer, on ne sait jamais comment terminer. Et les mauvaises nouvelles sont là, c'est-à-dire que Israël. Jacques, avant les mauvaises nouvelles, je voudrais avoir une précision. On a beaucoup parlé de la force de dissuasion israélienne. Le fait qu'Israël ait réussi à éliminer 6 des leaders du djihad islamique, cela renforce considérablement la force de dissuasion par rapport à des organisations terroristes comme le djihad ou même comme le Hamas? Écoutez, d'un côté, oui, ça renforce la dissuasion, mais de l'autre côté, est-ce que c'est assez pour empêcher le djihad islamique de nous frapper à nouveau? Je pense que non. Donc de ce point de vue-là, ils respectent ils nous respectent, ils savent quelles sont nos capacités, comment Tzahal se comporte, comment Tzahal peut trouver ses ennemis dans des endroits qui est inattendus. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a un changement, mais le principal changement qui s'est passé, c'est qu'Israël a pris l'initiative pour la première fois. Ça fait des années qu'Israël n'avait pas pris l'initiative. Et en prenant l'initiative, c'était l'effet de surprise. C'est là, je dirais, quelque chose aussi à ajouter au bénéfice de cette opération. Et puis rappelez-vous, sur 1300 roquettes qui sont tombées sur Israël, le tiers est tombé en territoire palestinien et le reste est arrivé en grande partie dans des terrains vagues, et puis les quelques maisons qui ont été touchées, et malheureusement la perte de deux vies humaines en Israël, je dirais c'est le bilan de toute cette affaire-là. Alors, pour les mauvais points, comme vous étiez en train de commencer à nous le dire, quelles sont la problématique? Quelle est la problématique de cette opération? Alors, comme vous savez, le djihad islamique avait posé 3 conditions pour le cessez-le-feu. C'était naturellement arrêter les ciblages des personnalités des militaires et politiques. 2, c'était en fait renvoyer le corps du prisonnier palestinien qui était mort de la grève de faim. Et troisièmement, je pense que c'était quelque chose qui avait attrait à la politique israélienne concernant le djihad islamique. Donc, de ce point de vue-là, Israël ne pouvait pas accepter ces conditions. Et ce qui s'est passé, en fait, si on lit vraiment la formule qui a été émise par les Égyptiens concernant le cessez-le-feu, on lit très clairement, bien qu'Israël n'ait pas accepté le fait d'arrêter les ciblages, elle a accepté le fait que soit mentionné le ciblage de personnes et de groupes dans la bande de Gaza, ce qui signifie que pour Israël, il y a une acceptation des conditions du djihad, et de l'autre côté, le djihad peut comprendre que naturellement, c'est ce qu'il voulait. De ce point de vue-là, il faut se rappeler aussi, il n'y a pas eu
je dirais, de vainqueurs. Nous n'avons pas fait flotter le drapeau israélien sur les positions du Hamas. Il n'y a pas de position du Hamas. Il n'y a pas du djihad. Du djihad, je m'excuse. Il n'y a pas de château fort à conquérir. Il n'y a pas de fortification à détruire et à envoyer nos chars d'assaut là-dedans. C'est un ennemi qui est, je dirais, un ennemi fantôme qui se trouve un peu partout dans la bande de Gaza. Il faut faire attention à cela. De plus, donc, dans sa interprétation obtuse de la situation, le djihad islamique ainsi que le Hamas pensent qu'ils sont les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu tête à la plus grande puissance militaire israélienne et que naturellement, nous attendons la semaine prochaine à de nouvelles dates et de nouveaux défis. Alors, on a tous remarqué que, en dépit des appels et même peut-être des pressions de la part de l'Iran, on va revenir sur le rôle qu'a joué l'Iran dans cette opération. Le Hamas, justement, ne s'est pas impliqué. Il s'est mis sur la touche délibérément. Pourquoi le Hamas ne s'est pas impliqué dans cette opération? Il n'a pas voulu au secours du djihad. Précisons, le Hamas est intervenu dans la chambre d'opération commune. Il était là-bas présent, c'est lui qui a aidé, qui a coordonné avec le djihad islamique et qui a laissé le djihad islamique tirer 1300 roquettes sur Israël. Donc dire que le Hamas n'est pas intervenu, c'est tout simplement, c'est très faux. De l'autre côté, il est vrai que le Hamas n'a pas envoyé ses troupes, ses unités, ses sbires pour tirer sur Israël. C'est vrai, mais et cela pourquoi? Parce qu'il a compris qu'Israël voulait le ménager. Nous avons en quelque sorte canonisé le Hamas. Le Hamas, il fallait le séparer du djihad islamique. Le Hamas qui nous fait des ennuis énormes, qui incitent la population en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et naturellement en Israël même. Il est sanctifié par Israël. Non, ne touchons pas au Hamas et prions surtout que le Hamas n'intervienne pas. C'est là, je dirais, une conception qui est erronée, qui est tout simplement à la base de tout cet imbroglio face à la bande de Gaza. Alors, l'Iran, maintenant. Est-ce que l'Iran était actif pour... c'est un peu partagé, dites-moi si je me trompe. D'un côté, on a eu le sentiment que l'Iran faisait tout pour que le djihad poursuive le combat. De notre côté, eh bien, l'Iran n'a pas actionné, on va dire, toutes ses proxys au nord, comme ils l'ont fait au moment des fêtes de Pessah, ni le Hezbollah, ni les milices pro-iraniennes. Écoutez, sans doute, l'Iran a ses propres, je dirais, raisons pour ne pas engager l'unité des fronts face à Israël maintenant. Il faut se préparer et cette préparation prend du temps. Naturellement, il faut se fier à l'intelligence iranienne qui sait comment commencer une opération qui va encercler Israël du nord jusqu'au sud. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, rappelons-nous que le djihad islamique, c'est une organisation terroriste à 100% terroriste. Ce n'est pas comme le Hamas, qui est un mouvement social aussi. Le djihad islamique dépend entièrement de l'Iran, reçoit ses instructions de l'Iran. Ce qui était difficile pour achever un cessez-le-feu, c'était tout simplement, il y avait une difficulté à communiquer. Les négociations se passaient au Caire, se passaient à Beyrouth, où Nakhala, le chef du djihad islamique, se trouvait, et à Téhéran. Donc, chaque fois, il fallait faire le tour et pour arriver à une décision. Et finalement, c'est ce qui a pris le temps. Mais n'oublions pas que les armes qui ont été employées et surtout les missiles, certains missiles de longue portée qui ont été employés par le djihad islamique sont tous de conception iranienne. Donc il n'y a pas à se tromper. L'Iran est là et l'Iran fera tout pour créer une situation qui est invivable pour Israël. Ça veut dire qu'Israël, Tsahal, doit se préparer à une confrontation multifront? Tout à fait, et je dirais que c'est pour cette raison-là qu'Israël voulait à tout prix terminer cette confrontation militaire avec le djihad, parce que tout simplement on ne voulait pas arriver à une situation où le Hamas serait intervenu, où il y aurait naturellement eu une expansion des fronts du côté nord, du côté sud et du côté de l'est. Donc de ce point de vue-là, Israël a jugé pour l'instant qu'il ne fallait pas s'engager dans cette direction et naturellement de ce point de vue-là il faut se préparer pour l'avenir. Une dernière réflexion peut-être sur le plan plus politique. Est-ce que c'est un acquis positif pour Netanyahou? Ça redore d'une certaine manière son blason quelque peu terni de ces 5 derniers mois?
Tout à fait. Alors, comme je ne voulais pas mentionner cela, je dirais, dans le succès, dans les bonnes nouvelles, oui. Mais oui, dans la sécuritaire, mais il est très clair que cette opération, finalement, a sauvé le gouvernement de Netanyahou. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à chaud, donc 10 heures à peine après l'instauration de ce cessez-le-feu entre le djihad islamique et l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Jacques, à bientôt. Bonne journée aussi.